Bonjour à tous. Donc, Julien Touroult, moi je travaille à l'UMS Patrinat, qui est un service commun entre l'AFB, donc d'ailleurs le futur OFB, le CNRS et le Muséum national d'histoire naturelle. Alors par rapport aux précédents conférenciers, moi je vais avoir peut-être un sujet un peu plus limité et des approches qui sont plus proches peut-être des préoccupations naturalistes locales. Alors le paradoxe dont je vais vous parler, c'est pas vraiment un paradoxe, je pense, pour vous, parce que je pense que vous connaissez bien les phénomènes qu'il y a derrière le fait qu'aujourd'hui on a des listes d'espèces, que ce soit au niveau mondial, national ou local, qui sont souvent bien plus longues que celles qu'il y avait avant. Ça rejoint un peu les exposés précédents en disant parfois il y a des gens, alors là c'est très naïf, mais quand on produit des indicateurs sur la biodiversité, on a parfois des réactions un peu naïves. Ils disent vous nous dites que les espèces disparaissent. Et puis en parallèle, en fait, quand je sais pas, on produit un référentiel national sur les espèces, ça n'arrête pas de croître. Alors, non, pour le naturaliste, je pense que, et je vais un peu décomposer les phénomènes, il n'y a pas de doute sur le fait que les deux ne sont pas antinomiques. Mais parfois, quand on s'adresse à un public un peu plus large, et ce qui est probablement un challenge pour les gens qui sont convaincus par la conservation de la nature, c'est de s'adresser à des publics plus larges, on a parfois cette réaction naïve de dire vous avez de plus en plus d'espèces dans vos référentiels et vous nous bassinez avec le fait que tout va mal. C'est pas logique. Bon. Donc je vais passer par différents outils, montrer un peu la construction ou la déconstruction qu'on peut avoir derrière tout ça. Alors, au travers ces listes qui augmentent, il y a un phénomène que vous connaissez certainement très bien, c'est la progression des connaissances naturalistes, aussi bien d'un point de vue taxonomique que d'un point de vue chorologique, c'est-à-dire savoir où se trouve telle espèce. Il y a aussi un phénomène autour des signes du déclin de la biodiversité des espèces. Je prendrai des exemples français qui montrent qu'en fait tout ne décline pas de la même façon aux différentes échelles et que donc avant que ça ait disparu, il y a un certain temps avant que ça arrive. Et du coup, un peu mon raisonnement et l'explication qu'il faut essayer d'avoir autour de ça, c'est on connaît plus et en plus les espèces elles disparaissent pas du jour au lendemain. Donc on est sur un phénomène où actuellement les listes d'espèces, qu'on soit au niveau local, national, voire international, elles augmentent. Voilà. Donc je prendrai des exemples au travers du référentiel taxonomique national TaxRef, qui fait partie de l'inventaire du patrimoine naturel, au travers de listes rouges nationales, de suivi de populations d'espèces qui sont faits dans le cadre de Viginature, programme de sciences participatives. On a aussi des exemples d'articles scientifiques et je m'appuierai sur des indicateurs de l'Observatoire national de la biodiversité un peu pour ces exemples. Alors l'ampleur de la biodiversité, certains en ont un peu parlé ce matin. Il faut juste rappeler que jusque dans les années 80, on pensait on connaissait à peu près 1 million d'espèces sur Terre et on pensait qu'il y en avait à peu près 2 millions. Ça, c'était ce qu'on a longtemps cru jusque dans les années 70-80. Et puis, il y a un chercheur américain, Terry Irwin, qui, dans une petite revue américaine, a publié une expérience où il avait pulvérisé de la canopée de forêt tropicale et mesuré tous les insectes qui tombaient. Puis il s'est aperçu que d'un arbre à l'autre, ça changeait. Et là, il a fait une extrapolation, quasiment une règle de 3, et il s'est dit, oh là là, mais il y a peut-être 30 millions d'arthropodes sur Terre. Voilà, on passait, là, on a changé, c'est le 1982, on a arrêté de penser qu'il y avait 2 millions d'espèces et que donc il nous en restait que la moitié à découvrir. On s'est dit, il y a un champ nouveau. Après, la science fonctionne ainsi, il y a une nouveauté, et puis elle est contestée, elle est recalculée, et c'est pour ça qu'on arrive aux chiffres. Je crois que c'est Gilles Landrieux qui l'a cité, il y aurait 8 millions d'espèces eucaryotes sur Terre. On ne dit jamais eucaryotes, mais il faut savoir qu'on parle d'eucaryotes quand on manipule ces chiffres-là, qui aujourd'hui fait à peu près consensus par plein de méthodes d'extrapolation. Donc ça, c'est un premier point sur l'ampleur de la biodiversité. Donc déjà, on se dit que dans ce domaine-là, on ne peut que croître, sauf à imaginer que tout disparaît tellement vite qu'on n'arriverait pas à les trouver, ce qui est aussi une crainte légitime, mais il faut voir qu'il y a un potentiel immense d'allongement des listes taxonomiques au niveau mondial, et que la France ne fait pas exception là-dedans. Un deuxième article là, que j'ai pris qui a pas mal marqué l'opinion, c'est le déclin des taxonomistes, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent aux espèces et qui les décrivent, au niveau amateur et professionnel. C'est un article anglais des années 2000, qui constatait qu'au rythme où ça allait, on est une génération qui sait qu'il y a une énorme partie des espèces sur Terre qui ne sont pas décrites, qui sait qu'elles disparaissent. Et en parallèle, on a de moins en moins de gens pour étudier tout ça. Voilà. Donc, un peu la crise, en tout cas, de la connaissance des espèces.
Là où je dis qu'il y a parfois dans l'opinion un message, quand il est présenté trop rapidement, qui est mal compris, eh ben, nos listes, alors là je prends la liste française, référentiel taxonomique TaxRef, qui est produit par l'UMS Patrinat chaque année, mise à disposition du public. C'est une compilation finalement de toutes les espèces présentes en France, outre-mer compris, qui sert notamment à toutes les bases de données pour qu'elles puissent dialoguer entre elles, et qui est aussi un socle de connaissances de savoir qu'est-ce qui est présent en France. Eh ben, on a une augmentation régulière du nombre d'espèces en France. Vous voyez, la courbe orange, c'est la métropole, et la courbe bleue, c'est l'outre-mer. Alors déjà, il y a un premier paradoxe, c'est que vous savez tous, c'est un chiffre qui est hyper répété, qu'il y a 80% de la biodiversité française qui sera en outre-mer. Déjà, premier paradoxe, quand vous regardez la courbe des espèces décrites et capitalisées en base de données, on n'a pas encore croisé la courbe de la métropole pour l'outre-mer. Mais par rapport au sujet de l'exposé, ces courbes-là, elles croissent. Bon, je pense que pour le naturaliste, la raison de la croissance est assez évidente. Voilà, avec des sauts. J'ai comparé un peu finalement quelles sont les espèces qui sont ajoutées dans cette croissance de la courbe, notamment au niveau de la métropole. J'ai pris les 3 dernières années par rapport à ce qu'on avait avant dans le référentiel. Déjà, si on regarde taxonomiquement, eh ben, une des grandes parties de l'augmentation, c'est une question de champignons, de fonges. On a rajouté une grosse brique de référentiel taxonomique qui était les ascomycètes. Pourquoi? Simplement, ce n'est pas qu'ils ont été décrits récemment, c'est juste qu'on n'avait pas encore intégré ce référentiel. Après, sans surprise, ce qu'on rajoute aussi régulièrement, c'est des arthropodes. Voilà, il y a à peu près 36 000 espèces d'insectes en France métropolitaine. Tous les ans, ils s'en signalent des nouvelles, ils s'en décrivent des nouvelles. Donc ça, c'est du rajout aussi régulier. Et évidemment, il y a un peu moins de nouveautés sur la vertébrés et la flore, mais il y en a quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a des études taxonomiques plus poussées. Il y a eu ce matin l'exemple du brochet, qui est un très bon exemple. Et ben, avant, on était sur un brochet. Et maintenant, il y a le brochet aquitain, notamment, qui a été décrit il y a quelques années. Donc, il y a même du mouvement sur des espèces qu'on pensait bien connues. Donc, tout ça, ça fait augmenter le nombre d'espèces signalées en France. Mais ce n'est pas du tout comparable au taux d'évolution et de spéciation sur les temps géologiques ou les taux d'extinction sur les temps géologiques qui ont été présentés dans le cadre de la discussion autour de l'IPBES. Voilà. Là, on n'est pas sur de la spéciation, ce n'est pas des espèces nouvelles qui apparaissent. C'est bien entendu des espèces qui existaient déjà, qu'on ne savait pas reconnaître et qu'on arrive à reconnaître, ou des groupes taxonomiques qui n'ont pas été les premiers à être traités dans un référentiel taxonomique. Là, je pense aux ascomycètes. Voilà. Deuxième autre exemple, c'est les années de description des espèces de la faune et de la flore et de la fonge de France. Donc c'est toutes les espèces de France en fonction de leur date de description. Courbe, c'est l'inverse, je crois, de l'autre courbe. Là, la métropole est en orange et puis l'outre-mer est en bleu. Donc on voit qu'il y a eu des périodes intenses de description, on va dire dans les années 1800, avec des gros pics qui correspondent à des ouvrages entiers qui décrivaient des nouvelles espèces. Ce qu'on a moins maintenant. Aujourd'hui, on a moins d'ouvrages qui décrivent d'un seul coup 500 espèces. Par contre, on a une foultitude d'articles scientifiques qui en produisent de nouveaux. Voilà. On peut même voir l'impact de la Deuxième Guerre mondiale dans la production taxonomique mondiale, parce que quand ça concerne la France, ce n'est pas forcément les Français qui écrivent. Hein. Je prends l'exemple de la faune de Guyane. Quand des Brésiliens décrivent des nouvelles espèces du para ou de la mapa, eh ben, ça enrichit souvent la faune de France, parce qu'on s'aperçoit qu'évidemment, ce n'est pas un fleuve qui arrête, en tout cas, un invertébré volant. Donc on a voilà, ce signal-là, mais par contre, ce qu'on constate, eh ben, il y a 2 constats assez intéressants. C'est qu'en métropole, on décrit encore des nouvelles espèces aujourd'hui, de l'ordre d'une centaine par an en moyenne lissée. Hein, c'est des moyennes lissées, parce que si on ne lisse pas, il y a quand même de la fluctuation liée au rythme de publication. Et en Outre-mer, on est pratiquement à 600 espèces, ce qui fait que, en gros, aujourd'hui, on décrit pratiquement 2 espèces par jour en France, ce que la plupart de nos concitoyens ne connaissent pas, et ce qui peut parfois, naïvement, générer un truc de dire « Ah ben oui, les espèces disparaissent, mais en fait, il en apparaît beaucoup. » Évidemment, absolument pas le même phénomène biologique. Voilà. Et avec ce constat aussi qu'on a fait à travers plusieurs articles scientifiques,
À savoir que contrairement au constat de la publication que je citais, il n'y a pas un si net déclin de la taxonomie, que ce soit en France ou en Europe, avec une particularité qui est démontrée dans plusieurs articles, c'est finalement un rôle qui est assez partagé entre la communauté amateur et la communauté professionnelle. Notamment en Europe, 60% des espèces nouvelles qui sont décrites en Europe sont le fait d'amateurs. Et moi, j'avais fait une étude sur la faune de Guyane, et on est à peu près dans les mêmes proportions. Amateur étant quelqu'un qui n'est pas payé professionnellement pour faire ça, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un qui a fait des études universitaires ou autres, mais dont ce n'est pas le métier. Et en Guyane, j'avais poussé l'analyse à regarder aussi d'où provenaient les spécimens qui servaient à ces descriptions. Et là, on est à 3/4 des spécimens qui servent à décrire des nouvelles espèces sont produites par des bénévoles. Et pareillement, ça ne veut pas dire qu'ils sont incompétents ou qu'ils n'ont pas eu une formation scientifique poussée. Voilà, donc, petite illustration du paradoxe. On a de plus en plus d'espèces, mais ce n'est pas du tout un processus de spéciation ou d'extinction comme on l'a eu auparavant dans d'autres exposés. Autre aspect de l'accroissement finalement des listes, c'est aujourd'hui, il y a une quantité de données. Quantité de données qui n'est peut-être pas forcément nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est le fait qu'on les partage, qu'on les visualise, et que du coup, on en a beaucoup plus connaissance qu'auparavant. Là, je prends l'évolution du nombre de données sur les espèces qui sont partagées au niveau national dans le cadre de l'inventaire du patrimoine naturel, avec une petite courbe d'évolution. Entre 2005, lancement d'un portail de visualisation et de partage de données au niveau national, et puis 2019, voilà, on voit qu'on a d'ailleurs dépassé cette année la barre des 50 millions de données sur les espèces partagées en France, avec à chaque fois les contributions qui permettent de cet avancement. Alors, au début, les premiers millions, c'était des atlas historiques que vous connaissez sûrement, constituaient un peu les premières bases de données qui ont été mises en diffusion. Et puis, avec de plus en plus de collaboration dans le cadre des systèmes d'information régionaux, eh bien, la connaissance partagée s'accélère. Et donc, on a mécaniquement, avec tout ça, des listes départementales, régionales qui augmentent. Le gros décrochement, là, positif, c'est le versement en 2013 d'une grande partie des données des conservateurs botaniques. Et puis ensuite, c'est un mouvement assez continu qui va quand même en s'accélérant si on regarde globalement. Voilà. Donc on est dans une dynamique quand même sans précédent de partage des connaissances, grâce à des outils, grâce à des dynamiques, grâce aussi probablement à la prise de conscience qu'il faut documenter la biodiversité qu'on a devant nous et que chacun peut y contribuer, y compris avec les démarches participatives qui ne nécessitent pas forcément des prérequis fort au niveau de la reconnaissance des espèces. Après, une autre illustration de cet accroissement de données. Là, j'ai pris l'exemple des coléoptères longicornes. C'est une de mes spécialités, donc j'ai pris cet exemple-là. Ça pour illustrer qu'en gros, cet accroissement, on voit qu'il est assez relié aussi avec des aspects technologiques, développement des outils de saisie, des bases de données en ligne à partir des années 2000. Moi, j'insiste plutôt sur le fait que, et là je ne suis pas remonté à 1900 ou avant, mais en fait on a très peu de données sur la période, on va dire 1950-1970, qui est quand même d'un point de vue des impacts environnementaux, celle qui, souvent de témoignages ou de séries de données plus anecdotiques, est celle où il y a des grands changements, que ce soit en matière forestière, avec les reboisements FFN, enfin un certain nombre à tous les niveaux, que ce soit l'agriculture dont on a beaucoup parlé, mais même sur la structure forestière française, par exemple, il y a toutes des vagues de reboisement des terrains en montagne et autres qui ont lieu dans cette partie-là. Donc un accroissement très régulier et très fort sur les 20 dernières années des données partagées. Du coup, avec peu de références sur les données anciennes. Après, je pourrais même détailler le fait que sur les données anciennes, quand on prend de la donnée naturaliste simple, eh bien souvent c'est une logique de collection où les espèces, par exemple rares, sont mieux documentées que les communes. Il y a aussi un changement qualitatif dans l'approche qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus dans une logique où les naturalistes notent toutes les espèces, ce qui explique aussi l'accroissement des volumes, au-delà des aspects techniques qui le permettent. Je pense que les deux sont assez couplés, c'est-à-dire qu'avant,
s'il fallait tout noter dans un cahier, c'était assez rébarbatif de noter les espèces communes. Maintenant, c'est technologiquement facile. Donc on a un changement de pratique et un déficit du coût de documentation de la biodiversité avant 1990. Après, vous avez à la fin une petite baisse qui est liée au fait que les données ne sont pas partagées tout de suite. Autre aspect du problème, pourquoi finalement les listes s'allongent mécaniquement, c'est que le déclin de la biodiversité locale, ce n'est pas forcément une question de richesse en espèces. Il y a eu un débat dans la littérature scientifique dont j'ai cité l'article, en gros, il y avait une méta-analyse qui montrait que quand on prenait les séries temporelles et qu'on regardait la richesse en espèces à l'échelle mondiale, il y en avait qui baissaient, d'autres qui montaient, mais qu'en moyenne, on n'arrivait pas à trouver un signal pour des séries temporelles locales de déclin de la richesse. Voilà. Après, il y a eu des débats méthodologiques. Est-ce que ces séries étaient biaisées? Est-ce qu'elles n'étaient pas ancrées dans des périodes avec des références suffisamment longues? Parce que si le déclin est arrivé dans les années 90 et qu'on commence à suivre les espèces à partir de 2000, évidemment, on va louper une partie de déclin potentiel de la richesse. Enfin, ça fait toute une sorte de débat, mais qui est tout à fait possible qu'il y ait un déclin et qu'on ne le voit pas du tout dans la richesse. Je prends le protocole que beaucoup d'entre vous doivent connaître de suivi temporel des oiseaux communs. Quand on regarde, c'est une moyenne d'abondance, c'est une variation d'abondance dans le temps qui est mise en base 100 à l'année 2001. Quand on regarde toutes les espèces, donc c'est une moyenne, admettons qu'une espèce moyenne ait un effectif de 100 en 2001, on voit qu'en 2017, la population a en moyenne un effectif plutôt de 95. Ça, c'est des résultats assez connus. Ça, c'est toute espèce confondue suivie dans ce protocole. Déjà, ce qu'on voit, c'est que quand on sépare les différents types d'espèces, on voit qu'il y en a qui se portent relativement bien. C'est plutôt les espèces généralistes en termes d'habitat. Et que les spécialistes, notamment agricoles, je n'ai pas représenté les forestiers dans ce graphique-là, déclinent de façon dramatique. Donc déjà, on voit qu'autour d'un phénomène qui peut paraître pas catastrophique quand on regarde une moyenne, dès qu'on la décompose thématiquement, il y a des choses assez catastrophiques en réalité. Et puis quand on regarde la richesse, finalement, en moyenne, combien on a d'oiseaux dans un carré de comptage stock, ce qui n'est jamais présenté dans les résultats parce que finalement, ce n'est pas très intéressant. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, sur cette période de quasiment 20 ans, la richesse moyenne par carré, qui est autour de 32 espèces, il me semble, là, est mise en base 100. Donc, c'est pour juste pouvoir comparer les courbes. Il n'y a absolument pas de perte de richesse dans les carrés stock, donc dans les comptages d'oiseaux des points d'écoute. Donc ça illustre le fait qu'on peut avoir des déclins marqués qui se traduisent sur les abondances et pas forcément sur le nombre d'espèces. Après, on a des déclins marqués. Et là, je prends un exemple des papillons. C'est un exemple du plan national d'action sur les papillons menacés en France. On a des déclins qui se traduisent fortement à une échelle départementale et qui se traduisent assez peu encore à une échelle nationale. En matière de rhopalocère en France, il y a plus de 200 espèces. Il n'y en a qu'une qui est documentée comme éteinte au niveau national. Par contre, quand on regarde les nombres de départements perdus, notamment les 3 espèces que j'ai illustrées là, le mélibé, le damier du frêne et l'hermite, on est, par exemple, pour l'hermite, on a perdu 54 départements de sa distribution française sur un temps long. Mais ça montre en fait qu'il y a des déclins totalement spectaculaires, mais qui ne se traduisent pas en extinction, au moins au niveau d'un référentiel national. Voilà. Je trouve ces chiffres assez parlants parce que c'est des espèces qu'on a pu côtoyer dans nos territoires et que des déclins de 30 ou 50 départements, c'est quand même absolument énorme en l'échelle d'une cinquantaine d'années. Déclins qu'on n'arrive pas à traduire dans des indicateurs plus fins parce qu'on n'a pas documenté assez les communautés. Enfin, en tout cas, au niveau national, les communautés n'ont pas été assez documentées par le passé. Par contre, au niveau d'un département, on arrive à savoir que c'était présent et que manifestement aujourd'hui, c'est plus présent. Toujours pour expliquer les phénomènes de disparition, ou en tout cas de faible disparition qui fait que, croisé avec l'accroissement des connaissances, on perd peu d'espèces. Il y a les listes rouges UICN. Alors ça a déjà été présenté, je ne vais peut-être pas revenir sur l'aspect méthodologique.
Il y en a d'ailleurs à l'échelle de la région Bourgogne et Franche-Comté. Je ne sais pas s'il y en a des nouvelles à l'échelle des deux régions cumulées. Voilà. En tout cas, il y en a au niveau national et au niveau global. Ça mesure par des critères quantitatifs un risque d'extinction des espèces. On voit qu'en France, on n'est pas très loin. Là, c'est les données françaises. On est finalement exactement dans un truc comparable à la situation mondiale, avec peut-être le fait que les amphibiens français qui sont là sont moins menacés que ce qui apparaît au niveau international, et que les oiseaux le sont plus. Il y a aussi un biais de la connaissance. On a des suivis beaucoup plus fins des oiseaux qui permettent d'utiliser des critères quantitatifs plus précis. Donc, sur les amphibiens, on a un peu moins de suivi au niveau français. De même que dans la situation qui a été présentée au niveau mondial, on est sur beaucoup de populations d'amphibiens qui sont très concentrées dans les petits territoires insulaires ou montagneux d'Amérique centrale et d'Asie du Sud-Est. Voilà. Après, même pour les espèces menacées, finalement, aujourd'hui, la liste, elle peut qu'augmenter. Pourquoi ? Simplement parce qu'on défriche des nouveaux chapitres d'espèces menacées. Et récemment, il y a eu une liste rouge des éphémères de France. Je prends un exemple en Martinique, on a fait des listes rouges sur les coléoptères. Et donc forcément, ça, on ne le faisait pas avant. Donc, et notamment parfois au niveau politique, on dit la politique, on va la caler sur le nombre d'espèces menacées. Il ne faut surtout pas caler des indicateurs sur le nombre brut d'espèces menacées, parce que là, on n'arrivera jamais à mesurer un vrai changement et ça ne peut qu'augmenter. Voilà, avec quelques chiffres sur la France. Du coup, ce qu'on construit pour pallier à ce genre d'approche, c'est des indices liste rouge qui mesurent pour un pool donné d'espèces comment, entre plusieurs évaluations, la situation se détériore ou s'améliore. Voilà, on prend sur un indice base 100, on regarde si le taux d'extinction ou le taux de risque d'extinction augmente ou diminue. Et dans ces cas-là, on se retrouve confronté toujours au problème de les listes ont augmenté d'une fois sur l'autre. On a 4 listes nationales qui ont été réévaluées en France, et à chaque fois, la liste d'espèces a augmenté. Elle a augmenté pourquoi ? Parce qu'il y a des espèces qui ont été séparées en plusieurs, etc. Et ça pose des questions sur comment on évalue tout ça. Donc les méthodes prévoient bien d'identifier évidemment le changement de statut véritable et le distinguer d'autres changements. Et on a une procédure qui est dans la méthode internationale qui consiste à réaffecter l'évaluation que ça a, la dernière évaluation, à l'évaluation précédente en considérant qu'il avait le même statut. Voilà. En tout cas, c'est des questions pratiques qui se posent liées à l'allongement de ces listes. J'ai presque fini. Et quand on regarde et qu'on corrige sur finalement l'allongement des listes, on s'aperçoit que le flux vers la détérioration est bien plus grand, qu'on peut matérialiser dans des indices qui montrent que le risque d'extinction des espèces augmente. Donc ce paradoxe, il n'est pas si paradoxal, finalement, le fait que les listes augmentent et que la biodiversité va mal. Je pense qu'il faut juste être prêt à répondre à ça quand on a des questions naïves sur le sujet. Et il tient notamment au fait que la biodiversité, ce n'est pas qu'une liste d'espèces au niveau local. Et donc quand on déconstruit un peu ce qui se passe, c'est à l'échelle locale. On a parfois des arrivées d'espèces introduites, les espèces généralistes progressent, les espèces spécialistes, elles régressent, mais elles ne disparaissent pas tout de suite en tout cas, avec notamment ce qu'on appelle une dette d'extinction, qu'on voit aussi au niveau climatique, parce qu'aujourd'hui la littérature scientifique documente pas mal des augmentations des fronts nord, mais peu de disparitions sur les fronts sud, tout simplement parce que certaines espèces s'adaptent localement ou se trouvent dans des conditions moins favorables, mais ne disparaissent pas du jour au lendemain. Et du coup, c'est-à-dire le milieu n'est plus favorable à l'espèce, mais elle n'a pas pour autant disparu. À l'échelle de la différence entre les communautés, c'est ce qu'on appelle l'homogénéisation biotique. Et à une échelle plus globale, ça se traduit quand même par une augmentation des risques d'extinction. Notamment, ce qui est documenté, ça touche beaucoup les espèces spécialistes, celles qui ont un cycle biologique complexe ou des distributions restreintes. Mais il faut être conscient qu'aujourd'hui, à l'échelle de la métropole, il y a encore relativement peu d'extinctions, mais que ce n'est pas une raison pour attendre d'agir sans regret. Et en parallèle, ce que j'expliquais, depuis 15 ans, il y a un accroissement des connaissances qui sont partagées et accessibles, qui est sans précédent, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience de l'urgence de documenter la biodiversité, que la communauté de naturalistes français, que ce soit en taxonomie ou en observation naturaliste, est plutôt dynamique, qu'il y a des nouveaux outils qui permettent des quantités d'informations qu'avant on aurait pu en rêver, maintenant c'est technologiquement possible.
Des pratiques d'observation plus systématiques, ce que je disais, en tout cas en entomologie, dans les collections anciennes, eh bien, on avait un fort accent sur les espèces rares, et que la pratique est peu à peu en train d'évoluer vers un relevé plus complet des espèces, y compris communes, qu'on observe, et un développement des cultures de partage de l'information qui va avec le premier point, à savoir que l'urgence de bien documenter la biodiversité passe aussi par le fait de partager les informations. Donc tout ça, ça donne un peu deux enjeux qu'on peut résumer. C'est que la biodiversité ne se résume pas à un nombre d'espèces à une échelle donnée. Ne serait-ce que quantitativement, il faut toujours tenir compte de l'échelle locale, de l'échelle globale et de la spécificité des communautés les unes par rapport aux autres. Donc ça, c'est un enjeu de communication, je pense, aussi bien dans les observatoires, dans les indicateurs, même parfois vis-à-vis des gestionnaires d'espaces naturels, de dire, attendez, la biodiversité, ce que vous gérez, ce n'est pas simplement une liste d'espèces. Et un deuxième point sur le fait qu'il y a beaucoup de suivis d'inventaire qui n'ont pas de référence ancienne, ce qui donc ça sous-estime des déclins. Et donc il y a un enjeu, je dirais, de mobilisation des données anciennes et fiables, en particulier celles qu'il y a dans les collections naturalistes. Voilà pour ce petit exposé autour de cette question des listes, pourquoi elles augmentent et pourquoi quand même la biodiversité va mal. Je vous remercie.